rencontre avec Henri-Christian Giraud, qui va nous parler de son dernier livre, Opération Vésuve, histoire très secrète de la libération de la Corse. On va voir pourquoi cette histoire ici est très secrète. Donc, journaliste, Henri-Christian Giraud, vous avez été rédacteur en chef du Figaro Magazine et vous écrivez régulièrement pour le Figaro Histoire. Vous êtes écrivain, vous êtes également historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. On vous doit notamment De Gaulle et les communistes, c'est l'histoire secrète, elle aussi. De juin 1941 à 1944, un livre qui a été réédité chez Perrin dans une version augmentée, ainsi que Algérie, le piège gaulliste, où, et c'est un autre aspect important de vos publications, la Grande Guerre du général Giraud, et donc cette opération Vésuve, qui vous amène à enquêter, à travailler sur cette grande figure qui était le général Giraud. Et le général Giraud, il faut le souligner, était votre grand-père. Alors le général Giraud, héros de la Grande Guerre, personnage important de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc au cœur de cet ouvrage, Opération Vésuve, histoire très secrète de la libération de la Corse, un livre d'une grande rigueur historique, mais aussi d'une certaine façon, je dirais presque une sorte de roman d'aventure historique dans lequel tout est vrai, avec un héros sans doute injustement méconnu, vous allez nous expliquer pourquoi, un héros qui a été un petit peu effacé de la mémoire collective, de la mémoire officielle. Mais juste pour commencer, en tant qu'historien, en tant que petit-fils du général Giraud, comment est-ce qu'on travaille sur cette question-là? C'est difficile de mettre de côté vos sentiments familiaux, votre affect. Ça doit également être un carburant, une motivation extrêmement importante quand vous vous lancez dans ces ouvrages qui sont, je le rappelle, le fruit de longues recherches et la concrétisation de la synthèse d'archives que vous êtes parfois le seul à pouvoir avoir consulté. C'est vrai que ce n'est pas une entreprise facile quand on est le petit-fils d'un général qui a tenu la place qu'il a tenue dans la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'aussi pendant la Première Guerre mondiale, il était plus jeune, il était capitaine commandant, mais il a une très belle Première Guerre mondiale, et puis ensuite il a la pacification du Maroc, il a toute une série d'aventures dites coloniales, et pour terminer par cette Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il avait assez mal commencé, parce qu'il a été fait prisonnier dès le 19 mai 1940, non pas à la tête de la 7e armée, il était d'abord commandant de la 7e armée, il a été envoyé en Belgique, et non seulement en Belgique, mais en Hollande, c'était le fameux plan Gamelin. Ça a été évidemment la cause de la défaite française que d'envoyer la principale armée de réserve là-haut si loin, alors que Hitler s'apprêtait à attaquer par les Ardennes. Donc il est évident que c'était une affaire mal barrée, et elle était encore plus mal ficelée pour lui, c'est qu'il a été obligé il a été muté au dernier moment, compte tenu de l'offensive dans les Ardennes. Il a été muté à la 9e armée, au commandement de la 9e armée en remplacement de Corap. Bon. Donc il a fait ce qu'il a pu, la 9e armée n'existait plus, il a été fait prisonnier le 19 mai, il a été envoyé dans la fameuse citadelle de Königstein, en Basse-Saxe. Alors il faut imaginer ce que c'est que la citadelle de Königstein. J'avoue que tant qu'on ne l'a pas vue, on n'arrive pas à imaginer ce genre de démesure. Enfin, pour avoir une idée de la démesure allemande, je crois qu'il faut aller à Königstein, une espèce de forteresse au sommet d'une montagne. La forteresse est généralement dans les nuages. C'est une affaire assez extraordinaire. Il s'est évadé de cette prison dont on ne s'évadait pas. Il s'est évadé le 17 avril 1942. 2 ans de préparation. 2 ans de préparation. Il a été capturé, il n'a eu qu'une idée, c'est s'évader. Oui. Il veut reprendre la guerre. Il veut remettre la France dans la guerre. Oui, arrêtons un petit instant sur la personnalité hors norme de ce général et de son parcours. C'est un modèle de méritocratie républicaine, quoiqu'il était issu d'un milieu monarchiste, un Saint-Cyrien qui, vous l'avez dit, a été gravement blessé au combat dès 1914, qui a été capturé aussi et qui s'était déjà évadé.
un spécialiste de l'évasion. C'est un aventureux, sinon un aventurier. C'est vrai qu'en 14-18, il a pris une balle dans le poumon dès le 30 août 1914 en chargeant une batterie à la tête de sa compagnie. Il est laissé pour mort sur le champ de bataille, ce qui lui a valu d'ailleurs de survivre. C'est ce que lui a dit le chirurgien allemand qui le lendemain l'a opéré. Il lui a dit: mon capitaine, si vos hommes vous avez emmené, vous seriez mort à l'heure actuelle, car il a gelé cette nuit sur le champ de bataille et il y a eu un caillot qui s'est formé dans votre poumon qui a empêché l'hémorragie. Voilà. Donc il est évident qu'il aurait pu y rester dès le 30 août à Guise. Il s'est évadé un mois et demi plus tard de cet hôpital-prison qui était Aurigny-Sainte-Benoîte, et pour rejoindre le front, pour rejoindre la France, compte tenu de l'occupation de toutes les régions du Nord, il est passé par la Belgique, il est passé par la Hollande, il a rejoint l'Angleterre et il est passé du côté de Reims, ensuite à la 5e armée, chez Franchet-Désiré. Donc c'est un homme qui n'a pas cessé, à partir de ce moment-là, il reprend sa place au combat et il n'a pas cessé de se battre. Et on lui doit notamment une des premières offensives de Pétain comme commandant en chef, c'est la prise du fort de la Malmaison, qui prend à la tête de sa compagnie du 4e Zouave. Donc c'est vraiment un guerrier dans toute l'acception du terme. Ensuite, il a une assez belle carrière, en effet, pendant l'entre-deux-guerres. Il termine la pacification du Maroc, c'est-à-dire qu'il termine l'œuvre de Lyautey. C'est un Lyautey-Sboy, et il termine l'œuvre de Lyautey. Et puis il est gouverneur militaire de Metz, c'est-à-dire qu'on nomme dans la forteresse française, militaire française, face à l'Allemagne, évidemment, un général qui vaut quelque chose. Il a sous ses ordres une partie de l'armée française, d'ailleurs. Il a de Lattre, il a de Lestrin, il a de Gaulle. Il en a comme ça toute une pléiade. Et puis arrive la guerre, et donc il est fait prisonnier à Königstein, et il s'évade en effet au bout de 2 ans, après avoir minutieusement préparé cette évasion parce qu'il y a une falaise quand même de 40 mètres, il faut la descendre. Je vous assure qu'en tant qu'ancien parachutiste, je ne suis pas tellement sujet au vertige, mais quand on est là-haut, quand même, on se dit à 63 ans, un homme blessé 3 fois, donc 2 fois à mort au cours de sa vie, qui se décide de passer ce parapet et de descendre le long de cette falaise, simplement au bout d'une corde que laissent filer 2 généraux qui ont son âge, 63 ans, il faut oser le faire. Ensuite, évidemment, le 2e bureau contribuait à cette évasion et lui avait envoyé un émissaire qui lui a donné ce qu'il fallait lui donner en carte d'identité, en vêtements, en costume, etc., etc. Donc il a regagné la France à travers, évidemment, la Suisse, l'Alsace et la Suisse, et puis il est repassé dans la zone libre. Voilà. Cette évasion a ulcéré... Cette évasion a ulcéré Hitler, notamment. Il paraît, d'après ce qu'écrit Abetz, c'est une des plus colères mémorables de Hitler. Alors il y en a eu plusieurs de colères Hitler. Je crois que c'est un spécialiste de la colère, mais je crois que là, quand même, c'était le premier camouflet qu'un général français infligé à Hitler sur le territoire même de l'Allemagne. Donc ça a compté. Et puis il est vrai aussi que cette évasion, qui a eu un retentissement, je dirais, international et presque mondial, a intéressé aussi bien Roosevelt que Churchill et que les autres, donc, et a redonné un certain espoir, je dirais, à la résistance naissante en France. D'ailleurs, il est remarquablement accueilli à ce moment-là par tous les journaux de la résistance, notamment Combat. Et donc, quelques temps après... Alors, quelques temps après, il y a le débarquement. Oui, il prend contact avec les Américains. Il est assez maréchaliste, comme peuvent l'être les prisonniers à l'époque, qui ignorent tout du gouvernement de Vichy, parce qu'il faut voir qu'à Königstein, il n'a aucune source d'information. Il a le Volkischer Beobachter, et puis quelquefois la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui n'a
il n'a rien, il n'a que les informations, en effet, allemandes. Donc il ignore absolument tout, et pour lui, Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. Donc quand il revient, il voit toujours Pétain comme l'homme de la revanche. Hein. Et puis, quand il revient précisément, le gouvernement de Vichy lui demande de se reconstituer prisonnier. Et là, il refuse, et Pétain insistant, le maréchal tombe, comme il dit, de son piédestal, et à partir de ce moment-là, Giraud se tourne vers les Américains, non pas vers les Anglais, car il estime que l'Angleterre est épuisée à ce moment-là, donc il se tourne vers l'Amérique, et il prend contact, alors c'est un peu dans les deux sens d'ailleurs, il prend contact avec Roosevelt, et d'où les fameux accords Gémeaux-Murphy du 3 et du 4 novembre 1942, qui préparent le débarquement en AFN, et il parraine ce débarquement en AFN. Malheureusement, l'histoire est ainsi, c'est pas lui qui va hériter du commandement en chef immédiatement, ou du haut commissariat, c'est Darlan qui se trouve, comme par hasard, à Alger, et les Américains vont traiter avec Darlan. Je dois dire d'ailleurs que seul Darlan, en tant que dauphin du maréchal, pouvait désassermenter les officiers et l'armée française, car, comme vous le savez, les soldats avaient prêté serment au maréchal, et donc Giraud est apparu comme un chien dans un jeu de quilles à ce moment-là, et je pense que là, Darlan a joué un rôle relativement utile. Bon, il est assassiné par Bonnier de la Chapelle, et c'est Giraud qui, à partir du 26 décembre, en réalité du 1er janvier, devient haut commissaire et en même temps commandant en chef. Et déjà, l'opération de libération de la Corse commence à se Elle commence dès le 14 novembre, c'est-à-dire à peu près 3-4 jours après le débarquement à l'AFN. Giraud, commandant en chef, Darlan, haut commissaire, Giraud, commandant en chef. Giraud convoque ses chefs des services spéciaux, le colonel Rivet, le colonel Renin, et leur dit il faut libérer la Corse qui vient d'être occupée par 80 000 soldats italiens, ce qu'on sait assez peu d'ailleurs, dès le 11 novembre 1942. Et cette occupation par 80 000 soldats italiens est quand même une occupation importante, parce que il y a à peu près 250 000 Corses. Quand on enlève les femmes et les enfants, il y a à peu près un occupant italien pour un Corse susceptible de porter les armes. Hein. Donc c'est une occupation assez dure, notamment économique, car l'italien se sert sur la bête. Hein. Bon, donc les Corses vont passer leur temps à manger des noisettes et des châtaignes. Hein. À ce moment-là, c'est quand même une période assez difficile. Et là-dessus va arriver une brigade, une Sturmbrigader Reichsführer-SS, qui va s'installer à Corté. Et si Hitler envoie cette brigade de 10 000 hommes avec quand même une centaine de chars Tigres, en fait c'est quelque chose d'important, c'est que Hitler commence à se méfier des troupes italiennes. Il se dit les Italiens, ils vont sentir peut-être que le tournant de la guerre et ils vont peut-être passer du côté des Alliés. Donc cette Sturmbrigade a quand même pour mission de rappeler les Italiens à la fidélité vis-à-vis du Reich. Alors, cette opération de libération de la Corse, quand l'idée commence à germer, elle n'est pas du tout dans les priorités de l'état-major allié. C'est pas... Non, il obtient quand même l'aval d'Eisenhower, qui est un peu son alter ego entre commandant en chef. Il obtient l'aval d'Eisenhower, qui comprend très bien l'utilité stratégique, et je dirais géostratégique, de l'occupation de la Corse, l'occupation des 3 îles, la Sardaigne, la Corse et la Sicile, pour l'occupation de l'Italie. Hein. Donc, dès le début, quand même, Eisenhower donne son aval. Il aura un soutien logistique. Oui, tout à fait. Et il lui promet le soutien logistique, parce qu'il est
évident que nous n'avons plus de marine, la marine s'est sabordée à Toulon, donc il reste que le fantasque est terrible, la Jeanne d'Arc qui était en pas très bon état, et quelques autres navires de guerre et de commerce encore valables. Mais surtout, il y a le Casabianca, le fameux Casabianca, qui est le sous-marin qui réussit à s'évader de Toulon et qui évite le sabordage et qui passe très opportunément à ce moment-là en Algérie et qui va devenir le véhicule de la résistance, du renforcement de la résistance. C'est-à-dire que par le Casabianca, on va faire passer des armes, des munitions, des moyens de communication radiophonique, etc. Donc le Casabianca va jouer, tout le monde a entendu parler du Casabianca, il y a eu tous les films qui ont paru sur cette épopée, va réussir des exploits extraordinaires, car le Casabianca, à l'époque, il n'y a pas de radar, le sonar existe à peine, je crois qu'il n'existe pas encore sur ce type de bateau, donc il va racler les fonds corses, comme il dit assez souvent, pour pouvoir servir la résistance corse. Et Giraud va donc monter ce qu'on appelle la mission Pearl Harbor. La mission Pearl Harbor, elle part dès décembre 1942. Elle est commandée par le commandant de Saule, avec un adjudant qui s'appelle Toussaint Griffy, qui a un adjoint qui s'appelle Preciosi, et surtout qui a un opérateur radio, qui est un petit cousin d'ailleurs de Griffy, qui s'appelle Pierre Griffy, qui va réussir à l'exploit dès le 20 décembre, c'est-à-dire près de 20 jours après leur arrivée en Corse, clandestin évidemment, va réussir à envoyer son premier message. Et des messages vont s'accumuler, puisque Griffy, en mai-juin